Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. À l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Pour ce 3e épisode hors-série, j'ai invité à nouveau Marie Patamodelé que vous connaissez. Il y a tout pile 3 ans, elle était ma 3e invitée, alors qu'elle était famille d'accueil. Elle est maintenant accompagnée de Tolkien, son chien médiateur qu'elle est en train de former. Après avoir accueilli plusieurs élèves chiens guides de l'école de Paris, Marie a toujours eu du mal à encaisser leur départ. Elle s'est alors tournée vers la zoothérapie pour construire un projet de chien de médiation qu'elle va accueillir dans sa classe. Mais comment se déroule la formation et quel sera le rôle de Tolkien une fois formé ? Du projet de chien de médiation à aujourd'hui, Marie revient sur sa formation, mais aussi sur les choix cruciaux à faire pour avoir le bon chiot pour ce projet. Elle nous confie aussi les différences avec son rôle de famille d'accueil. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté une 2e fois mon invitation, puisque je préfère le dire d'entrée, on t'a déjà entendu sur le podcast dans l'épisode 3. C'était un peu les tout débuts, c'était il y a 3 ans, quasiment tout pile, puisque c'était en août 2020. Et tu avais une aventure qui avait commencé avec les chiens guides d'aveugles, et aujourd'hui tu as un petit peu bifurqué. Est-ce que avant de nous parler de tout ça, tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans. J'habite à Paris depuis plus de 10 ans maintenant et je suis enseignante en école primaire depuis 15 ans maintenant. Ça commence à remonter. Je travaille en élémentaire et j'ai fait très longtemps du CP et là, depuis 2 ans, j'ai bifurqué en CP-CE1 et à la rentrée prochaine, j'abandonne les CP et je me dirige vers un CE1, CE2. Et Bon, t'en grade. voilà, c'est ça. J'ai acquis la lecture, donc ça y est, je peux passer au niveau supérieur. Et donc la petite particularité pour laquelle tu m'avais déjà interviewée, c'est que pendant 5 ou 6 ans, j'ai été famille d'accueil pour les chiens guides de Paris et donc j'ai eu des élèves chiens guides qui se sont succédés et qui venaient avec moi dans ma classe au contact des enfants. Et ce qui est rigolo, c'est que tu me disais avant d'enregistrer que actuellement tu as Pila en garde, oui. Qui est ta 3e élève, si je me souviens bien. C'est ça, bravo. Et elle était là pendant l'enregistrement il y a 3 ans, puisque elle était, tu étais dans la phase où elle était en famille d'accueil avec toi. C'est ça. À l'époque, elle était en famille d'accueil et là maintenant, elle est venue chien guide, donc elle a réussi le parcours. Elle a été remise à une jeune déficiente visuelle, donc Camille, qui a fait appel à moi pour la garder parce qu'elle part en vacances à l'étranger et dans un endroit où il fait très chaud et puis là, elle est pas super fan de la chaleur. Donc c'est coïncidence rigolote qu'on enregistre à nouveau avec Pila alors que... Dans les mêmes conditions. Ouais, dans les mêmes conditions, 3 ans après. Et justement, depuis 3 ans, alors en plus, je me suis rappelé qu'on n'avait même pas fait de Que sont-ils devenus ensemble, puisque tu étais la petite exception qui confirme la règle de la saison 1, on n'avait pas fait ça. Donc, il s'est passé plein de choses. Tu as eu d'autres élèves. Oh oui, après Pila, oui. J'ai eu mon premier golden, donc j'ai eu Ruben, qui est devenu chien guide, donc qui guide depuis quelques mois maintenant. Génial. Ensuite, j'étais abonnée au mâle golden puisque j'ai eu un 2e golden, donc qui s'appelait Sherkan et qui a été réformé assez rapidement parce que c'était un petit chien assez sensible. Il a été adopté par un couple qui vit en région parisienne et donc il est très très heureux. Après ça, le départ de Sherkan a été un peu difficile à gérer émotionnellement. Donc là, j'ai décidé de faire un gros break et d'arrêter d'être famille d'accueil parce que c'était trop dur de rendre les chiens. Ouais. Voilà, c'était peut-être le moment d'arrêter et j'ai commencé à m'orienter vers un autre projet donc qui est la médiation animale.
Tu as eu quelques relais, je Voilà, crois. j'ai fait des relais. Donc le but c'était d'avoir toujours des chiens parce que je peux plus envisager ma vie sans chien maintenant. C'était de ne pas m'attacher. Alors ça n'a pas trop fonctionné puisque on m'a confié Thor au début des grandes vacances et finalement je l'ai eu à plusieurs reprises et je l'ai gardé assez longtemps avant qu'il soit réformé et adopté. Je crois que tu as fait une interview d'ailleurs de sa famille d'adoption. Ouais, Audrey, dans l'épisode 62, justement. C'est pour ça que je tenais à relier, rattacher les wagons. Mm. En effet, Thor, du coup, est passé par chez toi avant de rejoindre Audrey de l'épisode 62. Oui, le monde est vraiment petit. Et comment j'ai eu d'autres petits relais plus courts, en gros, en attendant de pouvoir me lancer dans mon nouveau projet qui était la médiation animale. Alors, explique-nous un peu d'où ça t'est venu ce projet de médiation. Comme tu l'as dit, émotionnellement, c'était de plus en plus dur de rendre les chiens guides, même en relais, et Oui. on peut le comprendre. Et ce projet de médiation, comment tu as eu connaissance? Alors, est-ce que tu connaissais peut-être déjà les chiens de médiation? En fait, moi, ce que j'avais constaté au fur et à mesure des années, c'est que la présence des chiens dans ma classe, ça avait vraiment un effet bénéfique sur mes élèves. Voilà, le projet, n'était pas à ce niveau-là au départ, parce que le but c'était d'être bénévole pour l'école des chiens guides et aussi de pouvoir aborder tout ce qui était question du handicap avec les élèves. Mais finalement, les chiens qu'on m'a confiés, c'était des chiens qui étaient proches des enfants. Ça s'est super bien passé. Les enfants étaient ravis de venir le matin, de retrouver le chien, de lui faire des câlins. J'ai commencé un peu à entendre parler de médiation animale par les chevaux parce que moi je suis cavalière à la base. Finalement, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet et j'ai même acheté plusieurs livres sur le sujet de la médiation animale à l'école. Ça a commencé à faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête à ce moment-là, à me dire que peut-être que je pouvais concilier ce projet-là avec mon projet d'enseignante et apporter encore plus à mes élèves que juste la présence d'un chien guide, en sachant que les élèves chiens guides, on a quand même pas mal de règles à respecter, donc des règles d'éducation, donc c'était pas non plus freestyle dans la classe, quoi. En fait, le départ de Sherkan, ça a été vraiment un déclic. J'ai beaucoup pleuré et je me suis dit que je voulais plus rendre mon chien et que je voulais avoir mon chien à moi. Et pour moi, avoir un chien, c'est pas le laisser à la maison tout seul toute la journée. Donc, en fait, le projet est né comme ça, quoi. De pouvoir amener son chien à l'école, que ce soit bénéfique pour mes élèves et que moi j'ai aussi le bénéfice d'avoir un chien. Et donc dans ce projet-là, est-ce que tu as été entourée d'une association, d'une structure? Comment ça se passe par rapport aux chiens de médiation? Alors, je sais qu'il y a des associations qui existent, qui forment des chiens médiateurs, mais moi, je suis pas du tout passée par ça parce qu'à ce moment-là, je savais pas que ça existait. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et surtout, j'ai commencé à chercher une formation pour la médiation animale parce que c'est vraiment un projet personnel finalement. J'avais trouvé une super association qui proposait vraiment une très bonne formation en présentiel. Alors en sachant que moi j'ai pas de financement par mon travail malheureusement. C'est pas faute d'avoir demandé, mais bon, l'éducation nationale est peut-être pas prête encore à offrir de l'argent à ses enseignants pour mettre ce genre de projet en place. Le seul frein que j'ai eu, c'est que en fait pour faire cette formation, il fallait déjà avoir un chien qui avait 1 an au moins, donc qui était adulte. Et pour moi, c'était pas cohérent de prendre un chien sans être sûr qu'il ait le profil de chien médiateur pour pouvoir faire la formation 1 an après. Donc je me suis tournée vers une formation donc qui était accessible financièrement, qui était à l'étranger, donc en Belgique, parce que apparemment la zoothérapie là-bas c'est plus développé qu'en France. Et donc j'ai fait une formation, je suis en train de faire une formation en distanciel. Parce que en effet en France les associations, je viens de regarder la date, ça fera quasiment 1 an tout pile depuis l'épisode qu'on a fait avec Stéphanie et Mayotte, qui a été formée par l'association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Comme tu disais, il y a quelques associations en France qui forment les chiens et qui peuvent les remettre. Auprès de Stéphanie, par exemple, dans l'épisode 46, elle intervient au quotidien dans la résolution de conflits au sein d'une structure associative. Et alors, pour la petite histoire, je le raconte en précision dans l'épisode, mais
C'est une ancienne élève chien guide. Mais oui, c'est une qui a été golden. Oui, Ouais. Mayette qui a été réorientée et qu'en plus j'avais eu un relais. Bref, allez écouter l'épisode 46. Mais en effet, toi, ça correspondait pas forcément à ton besoin et ton envie. Et cette formation en distanciel que tu es en train de faire te permettait d'accueillir un jeune chiot et de le former au fur et à mesure. Mais c'est toi qui as une formation et pas lui. Enfin, toi, Oui. tu le formes, mais c'est toi qui as une formation en tant qu'humaine. C'est exactement ça. Donc là, dans la formation que je suis, il y a 3 modules. Il y en a un sur la médiation animale, un autre module sur le chiot et comment choisir son chiot, qui a été très utile dans mon cas, puisque c'est vrai que j'avais eu des chiens en classe, mais que c'est toujours l'école de chien guide qui me les avait confiés, donc j'avais jamais eu à choisir de chien. Et le dernier module, c'est sur l'éducation du chien médiateur. À la fin, pour obtenir mon diplôme, il faudra que je fasse un stage aussi sur place, donc c'est prévu pendant des vacances. Voilà. Avec le chien, du coup. Alors non, sans chien, avec les Ok. chiens de leur structure à eux. Parce qu'en fait, c'est une structure qui a des chiens, enfin, je sais pas dire, pas un troupeau de chiens, mais ils Un ont plusieurs. cheptel. Voilà, un cheptel de chiens, on va dire. Oui, et puis ça va avec les chèvres, tu connais ce mot. Donc ils ont un cheptel de chiens et en fait, ils sont sur différents pôles, donc ils ont des chiens de différentes races, de différentes couleurs, de différentes tailles pour pouvoir travailler en fonction du public. Donc c'est quand même une structure qui est assez grande par rapport à ce que moi je veux mettre en place avec un unique chien, ce qui est déjà bien dans une salle de classe. Et du coup, tu disais que Tolkien, donc qui est à tes côtés en ce moment, est arrivé au début de ce parcours de formation, mais que tu avais quand même bénéficié de ce module sur le choix du chiot. Comment ça s'est passé ? T'as commencé la formation et vous avez fait le choix de l'élevage ? Dans quel sens ça s'est fait ? En fait, ça s'est fait en parallèle. Parce que dans la formation que j'ai suivie, il t'explique comment choisir l'individu du chiot, mais pas vraiment comment choisir l'élevage. Pour choisir l'élevage, j'ai lu un livre qui est très bien, que je recommande. Ça s'appelle Mieux choisir son chien. Donc c'est de Sinotopia. Je sais pas si tu connais, c'est des comportementalistes qui sont assez présentes sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi fait appel à, donc ça c'est les réseaux chiens guides, à Enora, que tu connais peut-être, qui était ancienne famille d'accueil des chiens guides de Toulouse. Oui. Et qui a adopté sa chienne réformée et qui s'est pris un chiot par la suite. Donc elle a été une mine d'informations très utile. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais beaucoup de critères pour choisir mon élevage. Je voulais pas d'une usine à chiots. J'étais dans une démarche assez éthique où je voulais que les géniteurs de mon chiot aient une belle vie, qu'ils soient pas exploités, que ce soit pas des chiennes qui aient plusieurs portées dans l'année ou 10 portées dans leur vie. Et puis il y avait aussi tout ce qui était sociabilisation du chiot, tout ce qui était mis en place par l'élevage qui était important dans mon cas parce que je voulais un chiot qui soit bien dans ses patounes. Donc une fois que j'ai choisi mon élevage, là j'ai dû attendre. Et ça m'a paru une éternité que la chienne qu'on avait choisie ait ses chaleurs, qu'on ait une confirmation de gestation. Et là, à partir de là, c'est la formation que j'ai suivie qui m'a permis de choisir mon chiot. Donc, je suis allée sur place à l'élevage quand les chiots étaient encore assez jeunes, donc ils avaient 6 semaines. Et j'ai pu faire passer. Alors, l'éleveuse a été vraiment super. Elle m'a laissée toute seule avec chaque chiot individuellement pour leur faire passer les petits tests de personnalité qui étaient décrits dans ma formation. Ok. Finalement, Tolkien, je l'ai choisi parce que c'était celui qui était, disons, le plus à l'aise, le plus curieux, le mieux dans ses patounes. Alors, ça n'a pas été facile parce que parmi les chiots que j'ai testés, il y en avait d'autres qui étaient vraiment chouette aussi. Donc tu vois, ça a été beaucoup de stress en fait de choisir son chiot, de se dire est-ce que le chien que je prends va correspondre à mon projet, est-ce que ça va bien se passer en classe, est-ce que je vais pas faire une erreur de casting. Et là maintenant qu'il a 8 mois aujourd'hui, ça va, je te rassure, tout se passe très bien, il est vraiment top. Je pense que ça va faire un bon chien de médiation. C'est sûr qu'en ayant croisé et les conseils de Enora, donc la famille d'accueil de Nella, si je me trompe pas. C'est ça. Qui a un bouvier. Un grand bouvier suisse. Un grand bouvier suisse, elle a pris après Nella. Et les éléments qu'il y a dans ta formation. Donc, t'ont permis de choisir le chiot. Et c'est vrai que
Moi, je me suis fait une fois la réflexion par rapport à notre rôle de bénévole, de famille relais, de famille d'accueil pour les chiens guides d'aveugles. En fait, on délègue pas mal de choses à une structure qui est l'école, l'association, dont elle a l'expertise. C'est vrai que, par exemple, on choisit pas le chien, mais on choisit pas non plus tout le suivi sanitaire, vétérinaire, ni le suivi de croquettes, etc. Et c'est vrai qu'en en parlant parfois avec des gens qui ont des animaux, enfin des chiens de compagnie tout simplement, je me suis rendu compte de tous les choix qu'il y avait à faire, qui sont du coup déjà faits par la structure pour laquelle on est bénévole, quoi. Mais j'imagine que toi aussi, ça a dû cogiter par rapport à Tolkien, tous ces choix-là. Exactement, ça a été un peu la révolution, comme tu dis, de choisir les croquettes, prendre une assurance pour le chien ou pas, le faire stériliser ou pas aussi, parce que ça finalement ça nous est imposé pour les chiens guides et enfin ils ont de très bonnes raisons de le faire, mais est-ce que pour un chien de médiation ça s'impose également? Donc voilà, ça a créé beaucoup d'interrogations, mais c'était intéressant de réfléchir sur ces sujets et l'objectif c'est de bien faire les choses pour que Tolkien soit bien et que ça se passe bien dans la classe aussi. Et du coup, Tolkien est arrivé, enfin. Oui, enfin. Donc, alors là aussi, grande différence par rapport à l'école des chiens guides, c'est qu'il était minuscule. Donc, Oui. il avait entre 9 et 10 semaines, je crois, alors qu'à l'école des chiens guides, on les a plus à 3 mois. Donc, j'avais un petit peu peur au niveau de la propreté. Et puis finalement, c'est venu assez vite aussi. On est allé le chercher le vendredi soir et le lundi, il arrivait dans ma classe au plus grand bonheur de mes élèves. Donc là, j'ai plein de photos de lui que j'ai montrées aux parents en fin d'année où on le voit grandir auprès des élèves. Et c'est vrai qu'au début, c'était très drôle parce que il avait vraiment... Enfin, il mordillait énormément par rapport aux autres chiots que j'ai eus. Donc, les enfants ont dû apprendre les bons gestes pour lui tendre un jouet pour éviter de se faire mordiller les doigts. Et encore une fois, ils m'ont vraiment épatée dans leur gestion du chien. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose pour laquelle ils ont l'habitude et c'est vrai que ils sont certains qui avaient un petit peu peur parce que un chiot c'est quand même, ils avaient vu tort en début d'année, mais un chiot c'est quand même plus brusque, ça mordit, ça saute, et en fait ils ont super bien géré. Donc là aujourd'hui, Tolkien il est en vacances avec moi. Je sens que la classe lui manque. Je sens que les enfants lui manquent parce que il a beaucoup de câlins de la part des enfants. Les enfants le brossent. Je pense que l'objectif là, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour travailler en médiation, c'était qu'il soit à l'aise dans toutes les situations de classe et qu'il apprenne finalement, comme les élèves chiens guides, à nous laisser travailler quand on est sur tout ce qui est programme scolaire habituel. Et ça, il n'y a aucun souci. Enfin, il a vraiment compris sa place dans la classe et ça se passe très très bien. Et du coup, comment ça s'est passé avec les parents d'élèves, la structure, l'école, ton passage entre ton précédent projet auprès des chiens guides et ce projet plus personnel mais un peu collectif quand même de chiens de médiation? Alors au départ, j'en ai parlé à l'équipe de mon école, à mes collègues, pour voir ce qu'ils en pensaient. Et bon, ça fait des années qu'ils me voient avec un chien à l'école, donc... Pour eux, ils voyaient pas la différence. Voilà, je pense que pour la plupart des gens, il n'y avait pas vraiment de différence. Alors, ils étaient très contents encore qu'on ait un chiot golden, parce que au départ de Sherkan, tout le monde me demandait, mais alors, quand est-ce tu vas reprendre un chiot? Et donc, mes collègues étaient ravis. Les parents d'élèves, j'en ai parlé en réunion de rentrée en début d'année, mais pareil, j'ai pas eu l'impression que ça ait posé problème. Je suis même pas sûre que tout le monde ait bien compris que Tolkien allait rester plusieurs années avec nous. Et après, pour mon inspection, donc ma hiérarchie, j'ai écrit un dossier pédagogique, donc un tout nouveau projet par rapport au dossier que j'avais envoyé pour le projet chien guide, avec d'autres objectifs finalement. L'inspectrice est passée dans ma classe en fin d'année. Ça s'est bien passé. Tolkien lui a fait un câlin. Je pense qu'elle n'est pas du tout opposée à ce genre de projet qui peut paraître un peu innovant. Je pense que vu les retours que j'ai, ça dépend un peu des inspecteurs et des inspectrices. Mais bon, moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance. Bon, en tout cas, c'est top. Oui, ouais. C'est trop cool que ça se passe bien. Et en effet, comme tu dis, c'est un projet... là, en fait, t'es encore dans la phase vis-à-vis des autres où il n'y a pas trop de différence pour les autres, en tout cas. Enfin, nous, on connaît justement ce que tu viens de nous expliquer, qu'il n'y a pas la même structure, que c'est toi qui es en charge du chien, qui est propriétaire du chien. Enfin, c'est quand même beaucoup de différences à titre personnel. D'un point de vue extérieur, t'as juste un autre chiot dans ta classe. Mais c'est vrai que ça va se construire sur les années, où en effet, il va plus partir. C'était l'objectif de ce projet. Il va rester. Et justement, je me demandais, en quoi il t'aide déjà, ou est-ce que c'est plutôt son rôle de chien de médiation va être mis en place plus tard, quand il sera plus grand?
ça va être quoi ses missions, ou c'est quoi ses missions selon ce qu'il peut déjà faire aujourd'hui? Alors là, sa mission principale, c'est de rendre les enfants heureux d'être dans la classe. Mhm. Donc, dans mon école, on fait l'accueil dans les classes, donc les enfants arrivent directement en classe. Et là, c'est un moment où ils ont le droit de faire un câlin à Tolkien, de brosser Tolkien, et c'est vraiment super apaisant. Alors, j'ai remarqué que c'est pas toujours les mêmes enfants, enfin non, pardon, c'est toujours les mêmes enfants finalement qui réclament parce qu'ils doivent demander l'autorisation avant pour le caresser, Mhm. parce que je suis assez attentive pour voir si Tolkien a envie ou pas. En gros, quand il va dans son panier sous mon bureau, on le laisse tranquille, mais bon, je crois que ça a dû arriver une fois dans l'année. Donc c'est vraiment un petit groupe d'enfants qui, je pense, commence bien la journée comme ça en faisant des câlins. Après, on a commencé avec lui des ateliers, donc pas avec des élèves de ma classe, mais avec des élèves d'autres classes, pour des enfants qui ont très peur des chiens. D'accord. Donc, en gros, j'ai reçu 4 élèves du CE2 au CM2 qui ont très peur des chiens. Donc, j'ai eu l'autorisation de leurs parents avant pour qu'elles viennent en classe. Et on travaillait 2 fois par semaine avec Tolkien. Donc, on faisait des petits exercices où soit juste il fallait être dans la classe au début avec lui alors qu'il était en laisse et qu'il ne pouvait pas accéder à elle. On a fait des petits exercices où elle devait envoyer la balle ou se rapprocher de lui ou le caresser. Alors, j'ai vu des progrès. Donc, malheureusement, il y en a 2 d'entre elles qui vont passer au collège l'année prochaine. On ne pourra pas continuer ce travail, mais pour les 2 autres, je pense qu'elles sont très motivées pour continuer. Pour l'instant, c'est les seuls ateliers que j'ai mis en place avec lui. Par la suite, je voudrais faire des ateliers avec des élèves de ma classe, notamment pour les élèves qui ont du mal à poser leur voix en classe, où il y a beaucoup d'enfants un peu timides qui parlent tout doucement, qu'on n'entend pas. Et donc, l'objectif, ce sera de s'entraîner à parler de façon plus distincte et plus fort, pour donner des ordres au chien. Parce qu'on sait bien que si on parle doucement à un chien, qu'on n'attire pas son attention, en fait, il écoute pas. Et finalement, c'est un peu pareil avec les enfants humains. Donc, on va s'entraîner comme ça. Il y a aussi un autre atelier que je veux absolument mettre en place, et ça, c'est un atelier que j'ai vu qui était plus développé aux États-Unis. Ça s'appelle Lire à un chien. Oui. Et pareil, c'est pour les enfants qui manquent de confiance en eux et qui ont du mal à lire à haute voix devant le groupe classe. L'objectif, ce sera de s'entraîner avec Tolkien, donc de lire à Tolkien. Ça, j'en avais entendu parler parce que justement, il n'y a pas de jugement de la part du chien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de honte ou de peur, enfin en tout cas moins, en tout cas que face à un groupe d'humains, de petits humains. Là, en fait, il y aura un entraînement qui sera nécessaire où il faut que j'apprenne à Tolkien à regarder quelqu'un qui lit. Et figure-toi que l'idée de la médiation animale m'est venue avec un événement à l'école. On avait un élève qui était dans des conditions très compliquées et qu'on accueillait dans nos classes à tour de rôle parce qu'il avait beaucoup de mal à rester dans sa classe. Et en fait, à ce moment-là, j'avais Ruben, et cet élève qui avait beaucoup de mal à travailler, il avait lu une histoire à Ruben en le caressant. Enfin, il avait réussi à se poser, et je m'étais dit, tiens, là, il y a quelque chose à creuser quand même de l'ordre du travail scolaire avec le chien. Donc, c'est vraiment là que j'avais commencé à me renseigner sur la médiation, parce que je m'étais dit que ça pouvait aider certains élèves à rentrer dans les apprentissages d'une autre manière. Voilà. Là, je t'ai parlé de 2 ateliers. Il y aura aussi des ateliers où il faudra faire un petit parcours au chien, lui faire sauter des petits obstacles pour, pareil, tout ce qui est le travail de confiance en soi. Et puis aussi prendre soin du chien, le brosser pour être dans le calme, l'apaisement. Oui, puis il me semble aussi que quand tu es en zone, je sais plus comment on l'appelle, ces zones ZEP, REP, je sais plus. Mais je pense que tous n'ont pas les mêmes qualités de vie, on va dire. Oui. Et je pense que ça peut aider, dans ton cas, ça s'intègre totalement au projet. Oui, alors j'enseigne pas en REP, mais en effet, on a quand même une population d'élèves, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des animaux de compagnie. Donc juste ça interpelle beaucoup, et c'est vrai que le chien, en fait, quand on passe dans les couloirs avec Tolkien, ça interpelle beaucoup les enfants, ils bombardent toujours de questions, et juste ça, en fait, ça les motive à venir à l'école pour certains. Alors malheureusement, on a des élèves, alors c'est souvent dans les plus grandes classes, qui n'ont pas vraiment envie de venir à l'école, et avoir un chien, ça peut motiver aussi. Donc Est-ce qu'on peut rapprocher ça aux chiens qu'on connaît pour la réussite scolaire ?
Alors ça, je connais pas par contre. Ouais, je crois c'est Andy Chien qui commence à remettre des chiens de médiation pour la réussite scolaire. Je crois qu'ils font ça. Alors c'est de ce que j'ai en tête, c'est plus dans les collèges, les lycées. Enfin, c'est plus avec des plus grands. Mais ça se rapproche encore plus avec ce que tu dis, l'idée de pas vouloir aller en cours entre guillemets. Ah oui, de Pas motiver. vouloir aller au collège. Enfin, le chien a plein de rôles et je pense qu'il faudrait faire un épisode. Je vais pas le traiter en 3 minutes. Bah, Ce serait trop beau. Tu vois, un exemple, Trop c'est court. que à l'école, parfois, enfin, il y a certains élèves qui ont vraiment un comportement inapproprié, et donc en punition, on les sort de leur classe et on les envoie dans une autre classe. Et en général, je dis à mes collègues, mais ne les envoyez pas chez moi si c'est pour une punition, parce qu'en fait, ils sont très contents de venir dans la classe où il y a le chien. Donc voilà, je pense que clairement, la présence du chien, ça a un impact sur les élèves et pas seulement ceux de ma classe. Oui, sur l'ensemble de l'école du coup. Bon, bah en tout cas, on a hâte de voir la suite, parce que pour le coup, c'est un projet... je vais pas dire que le projet de famille d'accueil est un projet court terme, mais c'est un projet dans un temps donné, qui est en général d'une grosse année, ou d'une petite année, selon le chien. Mais en tout cas, là, tu es parti pour un projet moyen-long terme, Oui. puisque Tolkien t'appartient. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu pourrais me confier ton pire et ton meilleur moment avec Tolkien, même s'il a que 8 mois, y en a-t-il ? Alors, le pire moment avec Tolkien, ça c'est très facile. En fait, à peu près 1 mois et demi après qu'on l'ait adopté, il a eu un parasite, je pense, une giardiose, si bien qu'il avait des diarrhées sanglantes, vraiment, horribles. Et ça a duré un bon mois. On a dû lui donner des croquettes spéciales pour l'aider. Enfin, on a dû lui donner un traitement assez lourd, donc ça m'a paru une éternité. Et figure-toi que depuis toujours, mes chiens sont sur les photos de classe. Et en fait, le jour de la photo de classe, Tolkien a eu une diarrhée sanglante devant le photographe. Ah. Donc tous les enfants, au lieu de faire un sourire, ont fait « Ah !» avec un air dégoûté. Le photographe a eu l'air ultra choqué. Et donc, c'était un peu la honte quand même ce jour-là. Donc, et puis pauvre Tolkien qui était vraiment pas bien, enfin physiquement. Donc ça fait pas très longtemps qu'il est avec moi, mais pour moi, ça c'est le pire moment qu'on ait eu. Après, meilleur moment avec Tolkien, il y en a tellement. Je pense que, c'est vraiment difficile à dire, mais juste de voir comment il est avec les enfants, déjà le voir coucher les 4 pattes en l'air à se faire papouiller par les enfants, ça c'est vraiment sympa. Et je dirais que les meilleurs moments, c'est quand je l'ai fait rencontrer mes anciens élèves chien guides, et on a fait des détentes avec, et ça c'est vrai que c'est double bonheur en fait, d'avoir le bonheur d'avoir Tolkien plus un ancien élève et les voir bien s'entendre. Ça c'est vraiment, à chaque fois, c'est un très très beau souvenir, quoi. J'imagine qu'en ce moment, Pila et Tolkien, c'est la fête. Oui. Bon, il y en a un qui est quand même beaucoup plus content que l'autre d'avoir un compagnon, parce que Pila, elle est moins dans les jeux avec congénères, et puis Tolkien peut être un petit peu lourdingue dans ses appels au jeu. Mais oui, ce matin, ils sont allés en détente ensemble et ils se sont bien entendus, donc c'était très très chouette. D'ailleurs, ils étaient ensemble dans le vélo cargo, puisque comme avec un chien de compagnie, on a moins accès au transport quand même qu'avec un élève chien guide. Tolkien se déplace en vélo. Voilà. Oui, c'est une petite précision, hein. C'est un chien de médiation, mais du coup, il n'est pas certifié comme un chien guide, donc il n'a pas accès à tous les lieux qui accueillent du public comme on l'a avec lui. C'est ça, c'est pas un chien d'assistance, donc ça reste un chien, c'est un chien de travail, mais c'est pas un chien d'assistance, donc il a accès au même lieu qu'un chien de compagnie. Bon, mais en tout cas, on s'est promis, moi j'ai Tao qui dort là à mes côtés, qui ronfle, on s'est promis une belle détente, et puis on verra, je pense qu'avec mon baby boy, Tolkien va s'entendre à merveille, parce que déjà, baby boy et Tao, c'est cul et chemise, comme on dit, dans l'appartement là. Mais en tout cas, on se l'est promis, et on fait ça très bientôt. Avec grand plaisir. Et du coup, rendez-vous pour cette détente, et puis à bientôt. À bientôt Estelle, au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marie d'avoir accepté à nouveau d'être mon invitée et de répondre à toutes mes questions sur son nouveau projet. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Marie et Tolkien en classe sur futureshienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le prochain épisode hors série de l'été, non pas sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles, mais des chiens d'assistance.